Bonjour à tous et bienvenue sur Onde de Psy. Si la psychologie t'intéresse, que tu aimes comprendre un peu mieux ce qui se passe dans nos têtes, dans nos vies ou dans nos relations, installe-toi, tu es au bon endroit. Moi c'est Fanny, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute et dans ce podcast, je te proposerai des épisodes seuls ou accompagnés pour réfléchir, apprendre et parler de santé mentale ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de Onde de Psy. Aujourd'hui, on reçoit Lola, aka la psy des mots roses sur Instagram. Si vous me connaissez, normalement, vous la connaissez aussi, mais si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la suivre parce qu'elle fait du contenu très quali. Aujourd'hui, on voulait vous parler un petit peu de la santé mentale des psys et puis surtout comment les psys arrivent ou pas à prendre soin d'eux à des moments. Le fait qu'en tant que psy, on est notre propre outil et que, forcément notre état et notre santé mentale va influencer nécessairement comment on accompagne nos patients. Je te laisse te présenter, Lola, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc moi, je suis Lola Verneau, je suis psychologue en libéral à Lyon, mais aussi en physio, et je suis spécialisée plus particulièrement dans tout ce qui est, emprise, psychotraumatisme et TND, donc TDAH, TSH chez l'adulte. Trop bien. On a déjà fait un podcast toutes les 2 où on évoquait nos particularités neurodéveloppementales. Donc je trouvais ça plutôt cool que ce soit toi qui interviennes sur la santé mentale des psys. Ouais, on est bien concernés, du coup. L'idée, c'était peut-être de déconstruire dans un premier temps, le mythe, du psy qui devrait toujours aller bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ou en tout cas la croyance que les psys, vont bien, mais en réalité, c'est comme les cordonniers mal chaussés, hein. Ouais, on n'est pas les psys les mieux chaussés du monde. Non, je plaisante. Alors on est équipés en outils pour réparer, mais ça veut pas dire qu'on a toujours le temps ou les ressources nécessaires, pour réparer, quoi. Toi, est-ce que dans ton parcours, tu es diplômée depuis 2, je 2022? crois, 2022. Ouais, c'est ça, hein, depuis 2022. Est-ce que tu as traversé des périodes où, c'était plus difficile que d'autres moments, où il fallait peut-être ralentir, où il fallait que tu puisses, toi, prendre soin de toi d'abord avant d'accompagner d'autres personnes? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Déjà, la période juste après, mes études, quand j'ai terminé mon diplôme, ça avait été tellement intense et je pense que tous ceux qui sont en master, on galère tellement à trouver des stages. Déjà, on galère tellement à avoir un master qu'une fois qu'on l'a, on l'attrape et on le lâche pas, parce qu'on a, droit qu'à un certain nombre de redoublements et cetera et après on n'a plus d'accès au titre et surtout, en fait, on doit faire nos 500 heures de stage pour être après, dans la clinique, pure et dure et en fait, les stages, c'est tellement dur à trouver que moi je faisais, 3 heures de bagnole par jour pour mon stage. J'allais à plus de 1 heure et demie, voire 2 heures, voire des fois avec les bouchons, ça me prenait 2 heures et demie pour rentrer chez moi le soir après une journée de travail et en plus des stages, pour ceux qui ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent couvrir l'intégralité de leurs études, en plus de ça, il fallait qu'on bosse à côté et comme il fallait bosser à côté, ça fait beaucoup d'avoir entre guillemets 3 métiers plus un mémoire de recherche à pondre et cetera donc vraiment après, j'ai pas pu, travailler je crois pendant 6 mois, je me suis laissée couler en fait, pour essayer de récupérer et je me suis dit: «Waouh, en fait, je sens que ces dernières années d'études, même les 5 ans d'études m'ont grave usée» et toi, je sais pas comment c'était dans ta fac, mais moi j'avais une amie de mes parents qui bossait à un autre endroit de la fac, donc rien à voir avec l'institut de psycho et elle me disait: «Punaise, mais les études de psycho, ils se font maltraiter par leur institut, c'est tellement choquant d'être dans un institut qui, en fait, forme des gens qui vont bosser dans la santé mentale» et en fait, ils sont tous en DEP, ils sont tous au bout de leur life. On a des étudiants ultra précaires, enfin et je trouve ça un peu hallucinant à quel point les études, elles sont éprouvantes et maltraitantes, alors que derrière, on est censé devenir soignant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que, j'ai pas eu en tout cas, moi, j'ai pas eu exactement le même parcours que toi parce que, j'ai eu la chance de pas avoir besoin de travailler pour, financer mes études et pour, pouvoir vivre, les à côté. Mais, pour avoir côtoyé mes amies qui, devaient le faire, je sais pas comment elles arrivaient à jongler avec tout. Avec, la fac, les partiels, le boulot, alimentaire, tous les à côté, les stages et cetera, et moi, un peu comme toi, j'ai eu fait quand même beaucoup de routes. Il y a même un stage que j'ai fait en Normandie, donc bon, c'était condensé bien sûr, ouais, c'était condensé bien sûr sur, plusieurs semaines. Heureusement que je faisais pas des allers-retours, tous les 4 matins, mais c'est pour dire à quel point trouver des stages, c'est pas facile, déjà, parce que Normandie, c'est que j'ai bien dû aller le chercher un peu loin parce qu'à côté de chez moi, personne prenait.
Mais oui, de toute façon, je suis d'accord sur le fait que ça commence, très tôt, la pression et puis, faut pas oublier non plus que pour la plupart des stages, ils sont pas rémunérés ou alors quand ils le sont, Ah, ils le sont c'est pas. En fait, voilà, ils se débrouillent pour être en dessous des 105 heures, quitte à ce qu'on exactement, fasse 2 conventions, mais en fait, ils le sont pas. D'autant plus quand on va dans les hôpitaux, quoi, ils ont pas de thunes pour nous. complètement et puis, regarde, quand on prend en compte, moi, j'avais été un peu rémunérée en Normandie. Tu imagines bien le Je crois que c'est l'én 4 € de l'heure, ouais, je crois que c'était en ouais 4 € entre de deux l'heure, hein. cinquante et 4 € parce que ça Ouais, dépend, parce que moi, j'ai été rémunérée 2 € pour un stage de recherche. ouais. Parce que ma tutrice de mémoire avait eu tellement de peine de me voir bosser, parce que notre, gros tips, entre étudiantes, c'était de bosser en boîte de nuit parce qu'on était payé double, donc on avait Mmh. besoin de travailler 2 fois moins et Eh en fait, oui. quand elle a vu les horaires que je faisais, elle m'a fait: «Viens à l'institut de recherche, on va te donner un taf, ça va te rajouter 200 balles par mois, mais Mmh. on pourra pas plus, quoi». Donc en fait, il y a Ouais. des petits trucs, des fois, des curseurs comme ça qu'on peut bouger, mais c'est aberrant. Ah oui, c'est aberrant et puis notamment, tu t'imagines bien, moi, effectivement, le stage en Normandie, être payé, je crois que c'était, ouais, entre 3 et 4 € de l'heure, je sais plus. Je faisais 9 heures de route, ça me remboursait même pas l'essence, quoi, hein. Tu imagines bien le truc. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en plus de ça, bah, moi, j'avais la chance d'avoir une voiture parce que, j'avais, eu, des sous après mes 18 ans, qui m'ont permis en fait de m'acheter une voiture et c'est la première chose que j'ai faite parce que je me suis dit: «En master, j'en aurais besoin pour, me balader et cetera» et en fait, ceux qui ont pas la chance d'avoir une voiture, qui ont pas la chance de juste pouvoir payer l'essence parce qu'en fait, c'était monstrueux financièrement ce que ça coûtait et justement, c'est ça que je cherche dans par rapport à mon stage, parce que du coup, on avait des profs qui se rendaient compte, hein, de ce qu'on faisait et de à quel point, notre santé mentale, elle était L'investissement. impactée et Ouais. ils essayaient de nous aider ou de nous prendre en stage et cetera et puis il y en avait qui en fait, presque on avait des reproches, tu vois, de, pas être allés en cours ou moi de faire sauter des journées de cours pour aller bosser. Parce que quand il y avait des cours qui étaient pas obligatoires, bah, moi je préférais aller bosser pour ensuite pouvoir aller en stage parce que si tu valides pas ton stage, tu es cuit Bah, en tout cas, et c'est rédhibitoire, pour et en fait, le on se faisait allumer par certains profs et du coup, dans mon rapport de stage, j'ai mis, je crois le nombre de kilomètres que j'ai fait pour les stages. c'est vrai? C'est bien que tu l'aies fait. Attends, je vais trouver. Parce que tu vois, par exemple, moi, je pense à mon master, heu, j'ai adoré ce master, en termes de pluridisciplinarité et tout ce que ça abordait, mais j'avais beaucoup de profs qui étaient en recherche et qui se rendaient pas compte, en fait, du terrain, de tout ce qu'on doit faire en termes d'aller-retour, en termes d'investissement, de plein de choses et c'est bien que tu aies mis, le nombre de kilomètres, pour que vraiment Bah, on se rende compte de c'est ça parce qu'en fait, il y en avait, ils voulaient vraiment qu'on montre à quel point, genre, on veut être psy mmh. et mais par des choses assez loufoques où des fois on avait aussi des suivis sur ça, un peu particuliers où des fois, enfin moi je me souviens d'une consoeur maintenant, puisqu'elle a été aussi diplômée où en fait, on lui avait dit: «Mais en fait, tu auras pas ton diplôme parce que tu peux pas avoir les cheveux bleus comme ça en stage». Oh waouh! Et en fait, en plus de ça, on se faisait déjà défoncer avec sur des trucs, sociétaux où, Ouais. Ouais, genre les tatouages, les piercings en moi plus, je bah, voilà, j'étais tatouée ouais, partout, ouais, j'étais percée aussi sur le visage, donc en ouais. fait, c'était pas du tout accepté, donc déjà ça nous renvoyait je trouve que ça fragilise déjà, Mmh. l'image et la posture du psychologue qu'après on va devoir, en gros, tenir devant des patients. Et en plus, c'est un peu une double peine, j'ai l'impression, parce que, bah, je pense que toi, c'est pareil, de ton côté, mais, moi, dans mon master et dans toutes mes études de psychologie, jamais on nous a dit, «Installez-vous en libéral, dès que vous, dès que vous terminez vos études» et il y a un peu ce double truc, la double peine de en institution, ma personne n'est visiblement pas acceptée et en plus de ça, bah, j'ai que ça à me mettre sous la dent parce que, le libéral, c'est pas pour moi. Donc, c'est dur, hein, c'est hyper Ah dur. mais totalement. C'est-à-dire qu'en fait, on nous disait vraiment, «Allez vous essayer», et ça j'en ai déjà parlé dans, je crois, mon tout premier podcast où je disais, c'est vraiment, «Allez vous essayer en institution, Ouais, surtout pas en libéral». ouais. Alors que pour moi, c'est plutôt, l'inverse dans le sens où en libéral, le patient, tu le satisfais pas, il va voir quelqu'un d'autre. En Mmh. institution, le Il est patient, il bloqué. a pas le choix de Bah, ouais. dealer avec toi. Bah, ouais, complètement. Après, je pense que ça dépend aussi de plusieurs psys. Il y en a qui se sentent pas de commencer en libéral parce que c'est des responsabilités que le cadre institutionnel, te «t'enlève» entre guillemets où, bah, tu en libéral, tu es un peu la seule responsable de tout ce que tu mets en place et de tes suivis. Mais
Je crois qu'on a été un peu pareil nous, sur notre parcours. On a testé un peu l'institution, mais on n'est pas resté très longtemps Non, et moi je regrette tellement pas. Après je pense que jamais je donnerais un conseil de, installez-vous vite en libéral ou, faites de non, bien l'institution. Je sûr que pense non, que parce qu'il c'est faut le sentir, hein. bah, c'est ça. Et contente, moi, tu vois, de passer par la case institution pour être sûre que ça me convenait pas. Ouais, pareil. Pour avoir un peu ce cadre rassurant de te dire: «Tu as une équipe», parce qu'au début, je pense Mmh. que j'osais vraiment pas me lancer en libéral dès le départ. Ouais. Déjà Ouais, parce que ouais. je savais même pas où je voulais vivre et on a quand même cette obligation de permettre aux patients de continuer leurs soins. Ouais. Donc on peut pas s'installer n'importe où puis disparaître du jour au lendemain et dire: «Je ferme le cabinet». Et surtout, c'est un investissement financier, en fait, où tu sais pas au bout de combien de temps tu vas être rentable. Donc c'est Mmh. toujours cool d'avoir un peu ce truc-là en institution, qui te permet, de, on va dire, commencer à tâter ton cadre. Oui et puis ça sécurise, hein, de dire, bah, peu importe ce qui se passe, je suis quand même payée à la fin du mois et puis je pense que pour des psys, l'institution ça leur convient très bien et c'est leur cadre de travail. Mais tu vois, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, moi je pense que j'aurais jamais débuté en libéral si, c'était pas dans les conditions dans lesquelles j'ai débuté. Parce que c'est dans un cabinet, j'ai fait un remplacement, donc il y avait quand même une continuité, quelqu'un qui était là un peu pour me superviser quand même et c'était, pluridisciplinaire. Je travaillais avec des orthos, il y avait, une ergo, enfin voilà. Je pense que sans ça, je me serais peut-être pas lancée aussi rapidement, en libéral, mais je ne regrette pas du tout Mmh. aujourd'hui. Et je pense que la neurodiversité a y quelque chose à y faire. Bah, Tu bien vois? sûr Enfin, que tous les psys avec qui je parle qui sont considérés, enfin, qui, sont dans le cadre de la neurodiversité, enfin, on a les mêmes, mmh. problématiques. Je Donc vous en invite fait, à aller voir du coup le podcast de Lola où on en parle toutes les 2, où on parle de nos diagnostics tardifs et c'est aussi pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est que toutes les 2 on présente des neuroatypies et effectivement ça a joué sur notre, parcours et sur notre, forcément notre cadre de travail aujourd'hui. Et du coup, ça nous fait une petite transition sur le fait que, bah, déjà, on peut être vulnérable à partir de nos études en psychologie parce que, ça entretient tout ça et forcément, même si, on a la théorie, même si, on connaît, les mécanismes, que ce soit de la dépression, des états de stress post-traumatique, de l'anxiété et même de l'épuisement professionnel, bah, ça veut pas dire qu'on est immunisé non plus et et je pense ouais. même que quand on veut faire psychologue, parce que, bon, j'ai eu la chance d'être dans un master où il y avait vraiment un prof et un cours qui questionnait ça, qui disait: «Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez voulu être psy», et cetera, qui nous demandait un peu d'écrire là-dessus, sur quel positionnement on avait, pourquoi ce choix, OK. vraiment de venir conscientiser un peu ce qu'on venait chercher à travers cette posture-là. Mmh. Et en fait, ça a été top parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrivent parce qu'ils sont abîmés, et je dirais même, il y en a très peu qui arrivent parce qu'ils sont pas abîmés. Ouais, je suis Donc d'accord. en fait, je pense que ce cursus-là aussi de faire, cette trajectoire-là de faire, bah, en fait, pourquoi est-ce que je viens là? Déjà ça, c'est Mmh. un gros chemin et aussi ils nous encourageaient beaucoup à aller en thérapie, mais encore OK. bon, financièrement, il faut pouvoir le faire quand on est étudiant. C'est clair. À Lyon, la majeure partie des services gratuits, c'est de la psychiat parce que j'en ai bénéficié pendant un temps, Mmh. pendant mes études et c'était que de la psychiat. Mmh. Donc c'est pas toujours évident, en fait, de pouvoir, on va dire, déjà commencer à savoir ce que c'est le métier avant même de sortir des études. Ouais, complètement. Et puis oui, c'est sûr, hein, moi, c'est vrai que dans ma fac, j'avais la chance d'avoir un pôle, où ils proposaient des séances, gratuites à des étudiants, mais il y avait quand même une sélection. Il fallait que les cas soient assez, Et c'était pas importants. les étudiants qui proposaient ça? Parce qu'après en M2, nous, on pouvait se faire en prendre en stage par la fac pour, faire bénéficier les étudiants. En fait, nous, c'était des étudiants qui étaient en DU. Donc OK. c'était des psys, déjà diplômés qui faisaient un DU à côté. Donc notamment moi, c'était de la TCC et j'ai pu en bénéficier, parce que je faisais des grosses, grosses crises d'angoisse, qui m'empêchaient d'aller en cours, à l'époque et heu et c'était ça. Mais pareil, c'était, allez, peut-être qu'elle prenait, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais c'était peut-être, 3-4 étudiants. Donc Ouais. ça Mais ça forcément pour un révolutionne pas du stage, tout ouais, c'est ça, ça révolutionne pas du et tout puis une prise souvent en c'est sur charge. des périodes courtes, enfin, Ouais, complètement. En tout cas, une fois qu'on a ce package. une fois qu'on a tout ça, est-ce que, moi je sais pas toi, mais hem,
j'ai commencé à parler quand même de ma neuroatypie, il y a quelque temps maintenant sur les réseaux et j'ai reçu quand même pas mal de DM de personnes qui me disent, bah, ça me rassure quand même que tu en parles et que tu sois psy parce que, bah, moi j'ai tel, trouble, que ce soit des troubles, psychiques ou, de la neuroatypie et je me dis que je pourrais jamais être psy, que, Mmh. ce sera forcément incompatible. J'en ai même qui m'ont dit mes profs m'ont dit que, avec telle ou telle, chose, ce sera, incompatible et je trouve que c'est extrêmement faux, dans le sens où à partir du moment où on est, conscient de nos particularités, qu'on est suivi, qu'on est stabilisé, Mmh. Il y a pas de raison de il y a et pas je de dirais même que et s'il y avait que la neuroatypie encore, ça irait. Parce qu'en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que plus tu deviens expert de certaines choses, plus tu remarques aussi qu'il y a eu des périodes où il y a pu avoir des troubles et où les mots avaient pas été posés dessus et où en fait, des fois, c'est un peu impressionnant, quoi. ouais. Tu penses à Parce quoi, qu'en par fait, exemple? bah, tout ce qui est troubles alimentaires, Ouais. stress post-traumatique. Mmh mh. Enfin, moi, pendant mes études, je me suis absolument pas rendu compte que j'avais Mmh. un énorme stress post-traumatique et pourtant, mes études étaient un trigger, quoi. Ouais, en Donc plus de ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est ça aussi, c'est, de toute façon, on est les 1res à dire que la formation, à la fac ne suffit pas pour, avoir toutes les, connaissances en psychologie et que les connaissances, s'actualisent et qu'elles s'acquièrent tout au long de notre, vie professionnelle. mmh, Mais en plus mais de c'est ça, un bon filtrage quand même. c'est déjà un bon filtrage, on est bien d'accord. Mais, c'est sûr que si on veut devenir, bon, j'ai que le mot experte en tête, mais c'est pas voilà, mais en, psychotrauma, en troubles anxieux, il y a forcément besoin de plus que ce que la Mmh. fac nous apporte, même si, bien sûr que c'est les bases et qu'elles sont super importantes et que sans ça, et sans les stages, moi je pense les stages professionnalisants, ça a été une découverte pour plein de choses. Ah oui, Ça a pu être mais c'était dur, trop chouette. mais Ça a c'était été, vraiment la mise en relation de la théorie avec la pratique complètement et ça je et pense puis, que ouais, dis-moi? bah, dans la posture justement et dans l'aspect santé mentale, j'ai eu la chance moi d'avoir une de mes tutrices de stage avec qui justement j'ai fait, des plusieurs podcasts, qui s'appelle Marie, Ah Saronarjan. oui! Oui, oui, j'avais vu. Extra et en fait, sa posture aussi où on a beaucoup, beaucoup parlé de santé mentale aussi, de santé mentale des pros, de elle, sa santé Mmh. mentale, moi la mienne, enfin, vraiment ce rapport-là où, il y avait un cadre qui était hyper souple aussi, où il y a vraiment des fois où en fait je craquais complet parce que, Mmh. bah, j'étais sur l'autoroute, il y avait un accident, j'étais coincée 4 heures, je lui ai envoyé un message en lui disant, «Je vais avoir 4 heures de retard» Bah, ouais. et elle me disait, «C'est pas grave, je suis avec tel patient au moment où tu arrives, tu toques, il est prévenu que tu seras en retard». OK, c'est trop Et bien tu quand vois, ça il y se avait passe un comme ça. espèce de truc et des fois elle me disait: «Écoute, Heu, viens pas demain, on décale à un autre Mmh. jour ou quoi, parce qu'elle voyait que j'étais au bout du rouleau et ça aussi, je trouve que ça, les tuteurs de stage, ils ont aussi un gros, gros rôle dans, nous montrer comment on va devoir prendre soin de notre santé mentale et Ouais. pas de, sacrifier à tout prix. Hem, D'autant plus que, mes stages, moi, j'en ai fait une partie pendant le covid, où je me suis Ouais, tapé le covid en plein stage, mais oui dans un service rempli de personnes âgées. et ouais, Donc bah, c'était ouais. vraiment fabuleux et où en fait, on me demandait de venir rattraper les heures parce que, j'avais eu le covid, quoi. Mmh. Ah OK, tu as dû Alors que, tout rattraper, et en fait, il y a c'est pas du tout le même ratio et on t'apprend pas du tout de la même manière, je trouve, mmh. à gérer ta santé mentale, ce qui est autorisé, pas autorisé. Ou, des fois, on va te saouler parce que tu es tombé malade et que comme tu es avec des, Mmh. personnes vieillissantes, bah, vas-y, tu saoules parce que maintenant on va devoir tester tous les patients que tu as vus et tout, alors que tu es pas Mmh. responsable. Mmh. Et Ah ouais, ouais. un autre parti pris où, on te dit: «Bah, c'est OK, je vois que c'est en train de craquer là et que tu as besoin d'être 2 heures tranquille, va sur la terrasse, faire un Mmh bon mh. coup s'il faut, je reviens, on souffle et on reprend le truc», quoi. Genre, enfin, ils se Mmh. rendent pas compte à quel point c'est éprouvant et à quel point même la façon dont eux, ils vont gérer leur santé mentale devant nous et s'ils vont, tu vois, s'épuiser au taf ou s'ils vont, genre, tirer loin et tu les vois, eux, ils craquent des fois aussi parce qu'il y a des Mmh. services qui sont vraiment au bout des fois Ouais et et où qui en sont fait, maltraitants ils aussi, hein. reviennent quand même, en fait, Mmh. ils reviennent quand même. Ouais, ouais. Ah ouais, je suis d'accord. C'est vrai que moi pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai eu un peu les 2 expériences dans mes stages. J'en ai fait beaucoup des stages, j'en ai fait dès que j'en ai même demandé en plus dans mon cursus parce que je voulais vraiment, j'avais trop peur de me tromper de voie et je voulais vraiment expérimenter à fond pour être sûre que je me trompais pas
Et j'ai eu un peu les 2, tu vois? J'ai eu la chance d'avoir des tutrices de stage, vraiment hyper empathiques et vraiment compréhensives, À l'époque, en plus, je connaissais pas mon diagnostic, mais ça n'empêche pas que tous les signes étaient là quand même. J'ai eu de la chance d'avoir ça et j'ai eu, d'autres expériences un peu moins cool où effectivement, bah, quand il y avait, je suis désolée, c'est mon chat. Quand il y avait, de la fatigue ou un peu comme toi, des moments où, je pouvais être un peu surchargée, pardon, parce que, bah, des trajets, parce que j'ai eu travaillé aussi en CRRF, Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle et c'était avec des patients cérébro-lésés, donc post-AVC, post-accident et cetera. J'avais pas trop conscience encore à mon époque de mon niveau d'hypocondrie. Je crois que tu le connais, hein, mon niveau Ça a dû être d'hypocondrie. vraiment sympa cette découverte. Donc tu t'imagines bien à quel point à des moments j'étais trigger, j'étais activée sur des choses, et je me rappelle qu'on bon, ça avait pas été trop pris en compte, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que ça, des fois, j'en parle avec des patientes qui sont en psycho, en stage et cetera et où des fois, on questionne un peu ce truc du trigger, Mmh. comment elles vont gérer en stage et tout. Mais je trouve que c'est tellement le rôle aussi, tu vois, de demain, j'accueille quelqu'un en stage, ça fait partie des règles de base de: «Écoute, Mmh. il y a de possibilités qu'il y ait du trigger, qu'il y ait des choses qui t'activent. Mmh. Si ça arrive, dis-le moi». Ouais, Genre juste ça, quoi c'est et la base. dans ces cas-là, on en fera quelque chose, tu vois? Bah, bien sûr. L'idée, c'est pas que les étudiants, ils repartent traumas de leur lieu de stage ou que, Mmh. ils se rendent même pas compte, en fait, qu'ils viennent et qu'ils sont dissociés tout le temps et Mais que c'est c'est ça, hyper, important, tu vois? ouais. Parce que tu vois, moi, je sais que, c'était tellement un stage que je voulais, mener à bien parce que, bah, ça faisait partie des choses qui feraient que j'allais valider ou non mon master. Donc dans Ouais. tous les cas, je voulais tout bien faire et des fois, je sais que j'allais, sur des choses qui me mettaient vraiment mal et qui mettaient à mal ma santé mentale aussi, hein, de toute façon. Et je Mmh. pense qu'il y a des moments, j'ai bien dissocié, ça m'a bien servi aussi à des moments pour, pouvoir gérer, mais ça pour moi, c'est la base effectivement de dire, voilà, on accueille tel type de population, est-ce qu'il y a des choses que tu veux ou des choses que tu veux pas voir? Enfin, c'est hyper important. Ouais, mais tu vois, ça, on avait pu me poser la question, notamment quand j'étais dans un service, avec des personnes vieillissantes, où on m'avait posé la question de la nudité, Mmh. notamment. Parce qu'en Mmh. fait, quand, tu es dans ces services Alzheimer, bah, il faut savoir que les patients se déshabillent énormément, Ouais, et en fait, bah, des fois, il faut les rhabiller. OK. Et ça peut être en plein entretien ou ça peut être une vieille dame qui pleure, qui s'est mis, nue, dans Et sa ouais. chambre et en fait, pour moi, ça a été hyper, hyper compliqué à gérer, Mmh. dans le cas de je pense, que la neuroatypie n'y est pas pour rien dans ce cas de contact Mmh. physique avec surtout les personnes âgées qui nous touchent beaucoup et cetera et c'est vrai que des fois, quand tu es étudiant, il y a un gros dilemme entre tes limites et valider ton diplôme. Complètement. Et ça, je trouve ça hyper violent. Donc en fait, ça vient aussi questionner de ouf, je trouve, les limites qu'on va mettre après dans notre pratique. Comment est-ce qu'on va les tenir pour, entre guillemets, «le bien du patient» tout en gardant le bien de sa posture et soi? Ouais. Et puis, je sais pas toi, mais nous, on avait quand même une bonne pression, hein, en master, hein, sur déjà la sélection, déjà de base, Mmh. où, tu sais que, tu es là et que tu as mérité ta place et Faut faire qu'à ton pas taf. grand-chose, tu aurais pu, ne pas l'avoir cette place. Et puis, on a vraiment ce truc de, bah, vos stages, il faut vraiment, que vous en fassiez quelque chose et qu'il y ait une, comment dire? Qui est, j'ai pas le mot, ça va me Un revenir. peu sublimer le truc, quoi. Ouais, enfin voilà, c déjà, je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais moi quand j'avais un stage, j'avais l'impression que j'avais un privilège. Donc dans Ah mais tous les oui, cas, parce qu'il y en a qui avaient pas de stage et qui bah, c'est ça, redoublaient parce qu'ils avaient pas de stage. c'est ça. Donc je me disais: «Bah, tant pis, même si à des moments je souffre un peu et cetera», je me dis: «Il y en a qui en ont pas», alors qu'on devrait pas penser comme ça, c'est pas, Ah pas du tout. mais malheureusement, c'est ce que la fac, nous fait aussi porter sur les épaules, hein, de trouver absolument un stage, moi, je me rappelle de l'angoisse, tu sais, quand, tu tout le monde qui me dit: «Ah ça y est, moi j'ai mon stage, moi aussi». Toi, tu là: «Ah Et ouais, toi, ils te laissent 3 yes!» mois et tu es et là: «Ah!» yes, yes, yes.
Et Mais puis, oui, surtout après tu peux valider aussi en septembre au lieu de juin, des fois ouais. quand, tu pas trouvé de stage et en fait moi j'étais tellement en craquage Ah qu'on me ouais. disait: «Mais valide en septembre, c'est bon, valide en septembre» et moi je les ai regardés, j'ai dit: «Mais les gars, si j'ai Jamais pas de la vie je validé fais en 2 mois de septembre, plus, 3 je mois. vous assure, je reviens pas» Mais oui. et il y avait vraiment ce truc-là donc en fait, comment tu voulais bosser après, c'était pas possible. Ouais, Mais ouais, du coup ouais, je tout suis ça, ça d'accord. conditionne bien notre, Bah, ça notre conditionne arrivée au taf quoi. ça conditionne notre rapport à l'épuisement professionnel parce qu'il y en a où on se dit: «Bah, finalement, c'est OK de s'épuiser, ça a l'air OK pour tout le monde, autant pour Ouais. le psy que pour la structure, qui est autour». Surtout en institution, hein, Surtout, bien les sûr. infirmières, tu vois? Enfin il y a quand même un truc un peu prôné, Ouais. de l'épuisement et surtout je trouve que c'est vachement plus valorisé chez les femmes. Oui, ah bien sûr, Cette complètement. dévotion, qu'on n'a pas du tout, dans les soignants, hommes, où Ouais. c'est vachement moins, où c'est beaucoup plus chill, où on en attend moins, on attend Mmh. moins de sacrifices et du coup ça, je pense que pour, nos, confrères, Mmh. c'est quelque chose de moins violent aussi sur, la santé mentale. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est là où bon, on en parle beaucoup toutes les 2. Je sais pas pour ceux qui nous suivent, sur nos réseaux ou pas, mais on est quand même, bien formés en psychotrauma et on pense notre clinique de façon trauma informée. Moi, pendant mes études, on m'a jamais parlé, par exemple, Beh, bien sûr. de trauma vicariant. Jamais. Ah beh, bien sûr. Jamais de la vie j'ai entendu cette notion, avant de moi me former, alors que quand tu fais Mmh. des stages avec des personnes hyper vulnérables, avec, des personnes traumatisées, moi j'en ai eu plein. Tu entends des discours de vie et tu dois parfois même accompagner des discours de vie qui sont, hyper complexes. Ça veut pas dire qu'on n'était pas prête à le faire. Enfin, moi je savais dans quoi je m'engageais à ce moment-là, je savais quel service, dans quel service j'allais et cetera, mais je trouve ça toujours rassurant d'avoir des mots, de se dire, «Tu sais, ça existe et si Mmh. jamais tu sens qu'il y a quelque chose qui t'active et cetera, on peut en reparler» et moi, je sais pas toi, mais j'ai jamais eu ça. Ah bah, je l'ai jamais eu, mais par contre, j'ai eu la chance d'avoir une «ressource» entre guillemets, malgré moi. C'est que, vu que j'avais 1 heure et demie de bagnole pour rentrer et que Mmh. C'était j'avais un peu ton sas de plus de décompression? thunes, en fait, je faisais énormément de Blablacar et donc je rencontrais Ah! beaucoup de monde, en fait OK. et en fait, et je rencontrais beaucoup de monde et c'était vu que moi je faisais des trajets tous les jours, en fait, il y en avait beaucoup que je reprenais en trajet récurrent et cetera et en fait, Mmh. outre d'être mon sas, j'arrive chez moi, je ne pense plus au stage, ce qui est vachement agréable et il y en a beaucoup de psys qui le disent, qui ont besoin de ce chemin, pour rentrer chez eux ou pour y aller, pour vraiment faire leur transition. Mais en plus de ça, j'avais ce truc un peu, social, de gens qui sont là, qui me racontent leur life qui est fun, en Et plus. ouais. Parce que l'idée, c'était pas du tout de faire, psy dans la voiture avec des gens, Ah, c'était tu vraiment, m'étonnes. d'avoir des gens, qui me racontent leur life, qui me disent: «Ah bah là, je vais à tel endroit pour ça. Oh beh, c'est cool, ah beh, comment ça va depuis la dernière fois?» Tu vois? Des trucs très légers, en fait, Mmh. très doux qui faisaient que, je pense ça, ça m'a beaucoup aidée comme ressource. Ouais, C'était ouais. vraiment le Bah, c'était un sas de décompression. En ouais. vrai, tu c'était presque une transition sur, ouais, c'est cool d'avoir eu ça. C'est chouette. Et tu vois, du coup, ça se pense même pour, notre pratique après les études Mmh. de: «Est-ce que je travaille proche de chez moi ou loin de chez moi?» Évidemment que faire 1 heure et demie de voiture tous les jours au travail, c'est pas viable. Mais un 15-30 minutes dans une voiture ou dans le métro, c'est pas la même chose, ça va pas être la même ressource, hein. Ouais, complètement et puis après ça dépend. Tu vois, moi, par exemple, je suis à, allez, 25 minutes de mon cab. Bon, en ce moment, je suis en arrêt, mais ça, c'est autre chose, mais autant, au début et c'est là où, tu vois, on voit bien à quel point on évolue dans la pratique. Au début, ça me dérangeait pas du tout. Là, je sens que c'est de plus en plus coûteux, par exemple, d'être à 25 minutes, Mmh. parce que, burn-out, parce que plein de choses qui se passent actuellement, ce qui fait que, alors je dis pas que c'est la route, qui fait que j'ai, Mmh. craqué, bien sûr, mais je sens que ça c'est quand même une pièce dans la machine dans tout ce qui m'a amené aujourd'hui à devoir m'arrêter pendant plusieurs mois, Mais parce aussi. que je pense qu'à force, on développe d'autres sources. Mmh Dans le sens où, tu vois, moi, je fais beaucoup de visio chez moi. et ouais. Bah, en fait, mon sas de décompression, j'ai ma petite habitude, j'appelle mes copines ou je parle pas et je mets de la musique pendant un certain laps de temps et Mmh. dans ces cas-là, je peux le dire aux gens qui veulent me contacter de dire: «Voilà, là, je peux pas parler pendant tant de temps» Ouais. ou à des époques où j'ai pu vivre avec des gens, bah, en fait, je pouvais le dire, Mmh. voilà, après, tel horaire, il y a plus personne, mais après ce sas-là, c'est bon. Ou tu vois, j'avais des espèces de petits rituels, quand j'étais en institution, je rentrais et j'avais un jeu sur mon téléphone et je crois j'y jouais pendant Mmh. 20 minutes, enfin, mais vraiment dans ma bulle et puis après c'était bon. Ouais, c'était ta régulation et c'est là où on se rend compte à quel point notre entourage, il est aussi important parce que, tu vois, moi, je pense à certaines personnes où même si je leur avais dit: «Là, je peux pas parler», je suis pas sûre que j'aurais été, entendue dans mon besoin Mmh. et c'est là où on se rend compte aussi à quel point,
bon, bah, tout ce qu'on essaye heu, d'amener à nos patients, c'est aussi des choses, hyper importantes dans le sens où le soutien social et tout ce qu'on a autour de notre santé mentale fait partie de la santé mentale, quoi, tout simplement. Ouais et puis, en fait, ces outils-là aussi qu'on propose aux patients ou ne serait-ce que le: «J'ai besoin de ne parler à personne pendant un Mmh. temps», il faut déjà qu'ils puissent, survenir. Je sais pas si tu as déjà vu passer ce genre de contenu ou si tu as déjà entendu ce genre de discours, mais que j'ai pu déjà moi avoir, hein, ce truc de, «Non mais c'est bon, là je suis pas psy, je suis en dehors de mon métier». En fait, c'est faux. C'est non, tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Bien sûr que toutes mes relations, la façon dont j'interagis avec les autres, la façon dont, j'ai parfois de gérer, des situations ou des conflits internes avec moi-même, ça fait partie de mon métier et je le penserais bien différemment si j'étais pas psy. Et Il comme y a nos alinis sont bien yogatés, en plus et puis forcément, moi, je sais pas toi, mais à partir du moment où tu es, quand même bien spécialisé dans quelque chose, dans du psychotrauma, dans de la neuroatypie, bah, c'est un peu instinctif. Il y a des trucs des fois qui te sautent un peu aux yeux et où tu dis: mmh, «Ouais, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose», mais tu le fais pas pour, le dire à la personne, ni pour, la diagnostiquer ou quoi que ce soit, mais c'est un automatisme et en fait, oui. moi, mon métier de psy, il conditionne mon quotidien aussi. Mais bien sûr et je pense que le fait de la neurodivergence, Mmh. ça rajoute un package dans Mmh. le besoin d'analyse, le besoin de compréhension. Pas qu'on analyse tous les membres d'une soirée quand on a une Non, bien soirée, sûr. évidemment pas, mais que forcément on même que ce soit dans notre famille ou des choses comme ça, qu'on puisse avoir des regards en fait qui sont «biaisés» entre guillemets par notre casquette quoi, hein. Bah, biaisé ou alors qu'on arrive peut-être parfois mieux aussi à analyser des dynamiques ou, bien sûr que quand on va par exemple en soirée, quand on y va. Pour les autistes. Coucou! Bah, bien sûr qu'on passe pas notre temps, on a autre chose à faire que d'analyser tout le monde, mais il y a quand même parfois des petits automatismes pardon qui reviennent. C'est qu'on essaye pas enfin moi des fois j'essaye de réfréner un peu ou de me dire, «Ouh là là, c'est peut-être pas le moment de rentrer là-dedans» ou mais ça paraît logique. On n'arrête pas d'être psy, quand on, claque la porte de son cabinet ou quand on, sort de son institution, hein. C'est ça et je pense qu'il y a vraiment un truc qui a beaucoup impacté ma santé mentale, et à force de bosser et cetera, de déconstruire, ce que je fais beaucoup avec les patients, qu'est-ce que la violence? À partir de quand commence la violence? Et je pense que le truc qui a le plus impacté ma santé mentale, c'est dans mon quotidien, de beaucoup plus percevoir la violence que les autres. Et c'est un peu comme si j'avais une paire de lunettes, différente ou qu'eux avaient une paire de lunettes différente de moi, où en fait, quelqu'un qui parle mal, qui se comporte mal, qui se tient mal face à quelqu'un d'autre ou quoi, ça avait tendance à très vite, m'activer et à être très, très dur à gérer à une certaine période parce que en fait, je me rendais compte de toute la violence que moi-même j'avais normalisée et qu'on a tous normalisé pendant des lustres, que ce soit, au niveau légal ou, même encore aujourd'hui au niveau sociétal, de ce qui est acceptable ou pas, de comment on parle à une femme, de comment on parle à un enfant. Enfin et ce qui fait que, ça peut être, hyper hard quand tu vas en repas de famille et tu as, un parent qui est dans une extrême violence avec son enfant, que tu as un parent qui est dans une extrême violence avec son enfant, mais que tout le monde trouve ça normal et que toi, tu peux rien dire parce que c'était là bien avant toi, en fait et tu as ce conflit-là. Je pense que ça, c'est un des trucs les plus, qui a été les plus hard à une période. Bah, après tu vois, moi je me rends compte aussi qu'il y a des moments où je peux observer les dynamiques, violentes, maltraitantes et où maintenant, de par mon métier, j'arrive à les nommer. Alors après les gens ils en font ce qu'ils veulent, hein, on n'est pas, mais je trouve que ça donne aussi pas cette liberté-là, parce que heureusement que tout le monde a le droit de nommer, les violences et les maltraitances, qu'ils vivent, mais tu vois, il y a ce côté où, bah, OK, je me rends compte de ce qui se passe parce que, bah, je connais bien la théorie. Là, je vois la pratique et je suis plus OK avec Ouais. ça et c'est super important d'avoir, même si je pense pas qu'on ait nécessairement besoin d'être psy pour, Non, pas du observer tout. les dynamiques, de violence et de maltraitance malheureusement. Oui, de pouvoir juste dire, en fait, là, ce que je vois là, je trouve que c'est violent et ça me met mal Ouais. à l'aise. On peut tous, le dire. C'est plus que je crois que c'est au début de l'exercice où vraiment quand j'ai été formée au psychotrauma comme il faut que Et oui. la violence, on va dire, s'est dévoilée sous son vrai jour. Oui, oui. Et je pense que n'importe quel patient qui a bien bossé sur ses traumas, il a ce lever de voile aussi là, qui peut Mmh. être des fois hyper fataliste, hein. Parce qu'en fait, de la violence, il y en a quand même beaucoup partout Bah, oui. et c'est un peu ça qui nous dégomme la santé mentale, hein, majoritairement. Ah bah,
penser la santé mentale sans l'aspect sociétal et systémique, c'est un peu réducteur. Je pense qu'on se sait sur ce sujet et qu'on n'a pas besoin de débattre, plus que ça, mais et je trouve que ça c'est intéressant parce que ça amène aussi à, tu vois, pendant très longtemps, j'ai eu, cette image du psy, distant, qui parle pas de lui, qui est très neutre et cetera, parce que c'est aussi ce qu'on nous apprend. C'est pas du tout, ce que je, pratique dans ma clinique, moi, aujourd'hui et j'ai eu toutes ces réflexions de, à quel moment on peut parler de, en tout cas, dévoiler des choses sur soi à ses patients, sur sa santé mentale, sur, Mmh. tu vois, il y a j'ai eu fait plein de burn-out et je crois que, c'est vraiment là mon dernier burn-out dans lequel, je suis encore actuellement, mais pas que. Je suis pas arrêtée que pour du burn-out là, sur, cet arrêt-là, mais où j'ai vraiment nommé les choses en fait, où je me suis dit: «Mais même Mmh. si nous les psys, on ne Ouais. dit pas qu'on va pas bien, alors qu'on apprend à nos patients à, expliquer, aux autres leurs limites, leurs besoins et cetera, mais qui c'est qui va le faire?» Mais parce que je pense qu'il y a aussi une certaine honte à être, pro de la santé et s'arrêter parce qu'on n'a pas une bonne santé mentale, qui est pas du tout et j en fait, qui est ultra, sociétale, hein, mais qui est peut-être pas du tout la même, honte ou même il y a pas de honte quand on s'arrête pour, la santé physique ou, le décès d'un proche. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, les raisons pour lesquelles on va s'arrêter. C'est plus, on est malade ou on a eu un décès ou il y a eu quelque chose de grave et dans ces cas-là, faut stopper et c'est vachement plus «facile» entre guillemets de dire à un patient: «Je suis désolée, j'annule la consultation» et en plus, moi, j'ai vraiment cette envie d'être transparente avec eux ou quand je peux nommer, typiquement, bah, il y a quelques mois, j'en ai parlé sur les réseaux, mais je vais enchaîner les urgences, véto pour Maya. Bah, il y a un moment où j'ai fait un message à mes patients, j'ai dit: «Est-ce que je peux vous décaler à demain? Parce que cette journée-là, elle doit rester en surveillance, donc il faut que je puisse, la checker toute la journée. Ou sinon, on bascule en visio chez moi et comme ça, bah, moi, elle est à côté de moi, je la check et on gère comme ça». Et les patients sont hyper compréhensifs, mais tu vois, je sais pas si j'aurais été aussi à l'aise de dire, «Bon, je suis désolée là, Et je ouais. suis en train de vivre un truc Je horrible, je suis suis en au train de bout faire du une rouleau». méga crise d'angoisse, je peux pas Voilà. bouger de mon lit. Bah, ouais, non, mais bien En sûr. fait, et je trouve il y a pas du tout ce même, prisme-là et en même temps, je parce qu'on a peur, je pense que les patients, se disent: «Merde, mais est-ce qu'elle est apte à m'accompagner?» Et ouais. Ouais, moi, je pense qu'il y a une question aussi de solidité et tu vois, je trouve que, aujourd'hui, moi, je pense que la meilleure décision que j'ai pu prendre, c'est de m'arrêter parce que je me suis arrêtée malheureusement plusieurs fois et j'ai repris très rapidement parce que j'avais, déjà, ce côté de me dire: «Bah, il faut que je reprenne parce que mes patients, ils ont plus de suivi et c'est pas possible» et cetera et du coup, ça faisait que repousser l'échéance du prochain burn-out parce que je prenais pas assez soin de moi. En tout cas, j'étais pas assez, remise de tout ce que je dois traiter en ce moment et au final, je trouve que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de m'arrêter autant de temps et c'est la première fois, ça fait très bizarre et d'un côté, heu, quand je quand je pense à ça, je me dis quand même: «Fanny, tu es au contact de» en tout cas les patients qui viennent à toi, c'est pour des problématiques de psychotrauma qu'on peut pas dissocier de l'attachement. En tout cas, moi, j'arrive pas à dissocier le psychotrauma de l'attachement. Je peux pas être une, psy suffisamment sécure, je mets des guillemets, si j'annule tous les, 4 matins, si, au bout d'un moment, voilà, on sait que l'attachement, ça se bosse, intensément. Il faut qu'il y ait une alliance tellement importante et que, bah, on est là aussi un peu pour réparer des expériences, tellement difficiles au niveau relationnel qu'on peut pas rajouter une couche, nous là-dessus et je trouvais ça On a plutôt besoin d'être logique de fiable, hein. bah, on a besoin d'être cette figure de stabilité et de fiabilité que malheureusement ces patients n'ont pas eu et c'est pas leur rendre service que de m'arrêter de par-ci par-là de temps en temps et au final, bah, ça fait que c'est pas stable et je préfère m'arrêter aujourd'hui plus longtemps. C'est plus dur d'un niveau, c'est vrai, je culpabilise beaucoup, je me remets beaucoup en question et cetera. Mais Ne d'un serait-ce point de même qu'au vue niveau financier aussi, hein. oui, bien Des sûr, fois, on est beaucoup à devoir continuer parce que si on s'arrête au niveau ouais. financier, en fait, c'est plus possible. Bah, on Donc en fait, il y a libérable, c'est aussi ça. ce dilemme-là en plus. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, en tout cas, en fonction des patients que j'accompagne, je peux plus me permettre de pseudo «guérir mes burn-out» entre guillemets pour, me dépêcher d'aller retravailler et juste repousser la prochaine échéance. C'est plus possible.
Et en même temps, je trouve, tu vois, cette fois où tu as mis des ressources différentes en place qui permettent de t'arrêter plus longtemps, typiquement d'essayer de recruter des remplaçantes. Ce qui fait que tu proposes quand même quelque chose à tes patients, ou moi j'ai pu prendre, certains de tes patients et patientes, où en fait on a un peu fait du magouillage des fois entre confrères, consoeurs, où on dit: «Ah punaise, j'ai vraiment des patients qui vont très, très mal, qui si je m'arrête longtemps, il faut à tout prix qu'ils soient pris en charge par quelqu'un d'autre, quitte à ce que je les reprenne après». Mais il y a besoin de quelqu'un pour continuer à les stabiliser. Il y en a d'autres qui sont moyennement urgents et il y en a d'autres qui sont OK et qui ça va. Et c'est Donc ça. il y a un peu ce tri presque des urgences, hein. Ah mais complètement et c'est pour ça que moi que j'ai envoyé un mail à mes patients de, voilà, je suis en recherche active d'une remplaçante. J'ai quelques collègues qui peuvent, gentiment, qui m'ont gentiment proposé de, reprendre, quelques-uns de mes suivis. Est-ce qu'il y en a de vous qui seraient intéressés? Il y en a qui m'ont dit, «Moi j'ai besoin», d'autres qui m'ont dit: «Moi j'attends votre retour, il y a pas de problème». Enfin voilà, je pense que Mmh. c'est aussi ça, le travail de psychologue, c'est pas que pendant la séance, c'est aussi tout ce qu'on peut amener au patient et toutes les ressources qu'on peut lui apporter en dehors. Ouais et au final, à nouveau de la fiabilité alors qu'on est même pas là, Oui, du coup, c'est tu vois? Enfin, en plus, et je trouve oui, ça trop cool. oui, complètement et dans tous les cas, je pense que malheureusement, il y aura toujours des ratés et c'est là où t je sais pas toi, mais heu, moi, les ratés, je les déteste et d'un côté, je les aime bien parce que tu sens les moments où, le patient, il est en capacité de te dire: «Bah, ça, en fait, j'ai pas du tout kiffé, j'ai pas du tout compris» et tu te dis: Et «Ah tu es OK». là: «Yes!» Bah, tu es là, bah, en fait, OK, c'est bon. Si cette personne-là peut me parler de ça, c'est que l'alliance, elle est là. Oui, Donc et il y aura c'est hyper forcément des agréable. patients oui, c'est hyper agréable et je pense qu'il y aura forcément des patients qu'on perdra, pour d'autres choses parce que, bah, parce Mmh. qu'on convient pas sur d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite, victoire quand même quand ton patient arrive à te dire un truc, un peu touchy pour lui, mais qui te le dit quand même, tu te dis: «OK, c'est Ah cool». moi j'adore. Ah moi j'adore Ça aussi. pique un peu l'ego, hein, on est d'accord? Ouais, Genre ouais, à ces bah, ça moments-là, on est là: bah, mais en même temps, on est trop heureux. Genre, ouais, je sais pas, faudrait les presque inventer un mot pour ce sentiment, tu sais, ouais, de petit pic d'ego en mode, «Merde, j'ai pas réussi ce que je voulais ouais. faire» et en Ouais, même c'est temps, ce ça en fait, petit: «Je suis contente». je pense que c'est plus le mot égo moi que je trouve pas approprié parce que c'est pas tant de l'ego, c'est plus un truc d'un peu «j'ai failli», tu vois? Alors que tu es Mmh. censé être la personne qui, mais je trouve que ce double ressenti, il est trop, il est Il est hyper agréable. agréable, hein. Ouais, il est hyper agréable, je suis trop d'accord et c'est, c'est là un peu où ça me vient un peu dans la continuité, tu vois? C'est, à quel moment aussi on peut, se livrer à nos patients sur, telle ou Mmh. telle thématique, de se dire: «Bah, en fait, ça, je vous comprends parce que moi, je l'ai vécu ou je le vis encore» ou et à quel moment aussi on est, capable de garder nos feelings et tout ce qu'une séance peut venir activer des fois et c'est tout le rôle, je pense, d'un psychologue. C'est de Mmh. savoir OK, aussi à quel moment on peut, amener un truc parce qu'il y a une cohérence clinique et thérapeutique et à quel moment il faut que ce soit un truc que nous, on travaille de notre côté pour pas du tout le faire porter au patient, quoi. Ouais. Bah, déjà, je trouve que le fait juste quand tu es psy d'avoir un psy en qui, tu as confiance et il Ouais, y a pas de supervision ni intervision, mais vraiment un psy vers qui tu peux retourner assez facilement quand ouais. tu vis des événements de vie difficiles. Parce que, bah, moi, au cours de la dernière année ou même des 2 dernières années, on va dire, j'ai enchaîné un peu les épreuves de merde, comme je le Mmh. dis à mes patients. Il y a des fois, on n'a pas de chance et on enchaîne, les merdes. Ouais. Et même des fois, j'ai des patients qui me disent: «Mais en fait, tu vas pas me croire, j'ai encore eu une merde, quoi» et en Mmh. fait, ce truc-là, je leur dis: «Mmh mh, si, si, t'inquiète». Ouais, ouais, je comprends. Et en fait, ou des fois, tu as un patient qui a eu une merde et au moment où il te lâche, la bombe, et beh, c'est la merde que tu viens de vivre. Et ouais, Et exactement. alors là, ça, c'est des séances que tu t'attends pas à quel point elles vont être rudes, Ouais, je où suis il d'accord. faut continuer à être dans un support, où c'est un patient qui va t'amener, un trauma ou qui a, Ouais. des souvenirs d'un coup qui repopent et qui, en fait, font écho à ton vécu. Et je pense que celles-là, c'est un peu les on va dire, les coups bas qui préviennent pas. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Et ça, je trouve que c'est hyper dur et ça peut être le cas, j'ai des périodes où j'ai eu beaucoup de patients qui ont perdu leurs parents. Bah, si en fait tu es psy et que tu es dans la même situation, sur le même timing, de devoir, aider quelqu'un à faire son deuil sur quelque chose que toi tu es Ouais. en train de faire ou que tu as pas terminé, je trouve que c'est d'une violence et en même temps, bon, le patient est absolument pas responsable, hein, Bien à ce sûr. moment-là, on est d'accord. Mais je trouve que c'est d'une violence des fois de se retrouver confronté à ça et c'est aussi comment est-ce que tu vas dealer avec ça? Parce que ton Ouais. patient, il a besoin de toi et comment est-ce que tu vas,
garder cette juste distance, mettre en place des ressources pour toi, gérer, Mmh. caler ce patient en fin de journée au lieu de début de journée. Enfin, tu vois, faire Complètement. des petits tips un peu de magouille comme ça Ah bah, au niveau pour voir, organisation, c'est hyper important et tu vois, par rapport à des choses comme ça, voilà, tu parles de deuil, je sais que tu connais ma situation et que tu sais, mmh, un petit peu pourquoi j'amène ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi de nommer à quelqu'un en séance, hem, je sais pas, alors j'ai plus exactement mes mots en tête, mais où la personne avait pu me ramener, sur une séance à l'autre, un événement, malheureusement très brutal et pour la perte de son animal et où j'ai pu dire: «Je risque, heu, d'être dans une émotion particulière parce que c'est quelque chose que je côtoie actuellement. Ça veut pas dire je vous préviens, je suis OK pour vous accompagner là-dessus». Enfin voilà, tu vois? mmh, J'avais pu nommer à ce moment-là que peut-être qu'elle allait ressentir un truc d'un peu différent chez moi et qu'elle puisse se rendre compte que c'était pas de sa faute, c'était juste, moi, mon rapport avec ce qui se passait et je lui ai bien dit: «Si on fait une séance là-dessus, c'est que je le veux. C'est-à-dire que je oui, vais rien c'est que je subir, peux je veux même. pas que vous vous censuriez pour moi» et Mmh, cetera et cetera. Mais je trouvais ça intéressant de nommer, et puis tu vois, au final, ça avait fait, ça avait amené une autre dynamique aussi où elle a pu se dire: «Ah bah, en fait, tu vois, le bon, moi, j'en fais des posts sur Instagram, mais le deuil animal, il est un peu, sociétalement, hiérarchisé de, c'est moins important, pas du tout, c'est, le même deuil, c'est les mêmes mécanismes qui se mettent en place et je trouve mmh, que ce que ça avait apporté, en tout cas avec cette patiente-là, c'est de se dire: «Ah OK, on a le droit de souffrir autant pour ça». Alors que et quand je dis pour ça, attention, mmh. je minimise pas du tout, la chose, mais ça apporte une autre dynamique parfois de se livrer sur des choses comme ça. Enfin, bien sûr, tu vas pas parler de tes parents ou de ce que tu, de ce que Bien sûr, mais mais tu vois, des fois, je trouve que cette limite, elle est dure à oui. partir de quand est-ce que tu vas dire, pas Mmh. dire, enfin, ou c'est vite difficile de venir nommer, enfin, ça a été, hyper, hyper compliqué des fois de me dire: «Punaise, des Ouais. fois, j'ai envie de pouvoir partager et tout». Après, j'avoue que j'ai une bonne gestion, Mmh. de mon émotionnel, visage. Ouais. Oui. Enfin, une bonne, gestion, plutôt un visage très Très froid, neutre. coucou la neuroatypie et qui honnêtement, Petit des fois spoiler, de quand j'ai oui. rencontré Lola et que, et j'ai osé lui dire que quelques mois après, je lui avais dit: «Tu sais Lola, des fois je sais pas du tout si tu prends du plaisir à parler avec moi quand je suis avec toi». À cause de ça, il y a des fois où je pense à ça, pendant mes consultes et où du coup j'essaye de moduler, des fois donc de compenser mon expression, émotionnelle, parce qu'en fait, je savais pas du tout que j'étais aussi froide quoi, genre parce que moi à l'intérieur de moi, il se passe plein de choses en fait. Mais ouais. Mais en même temps, du coup, ça me sert dans ces moments-là où ça peut être très dur et je pense que les patients aussi, ils l'ont compris que je peux avoir des fois des réactions, des fois pas, des fois enfin Mmh. Mmh et mh. en même temps, ce truc, tu vois, où, quand tu dis: «J'ai besoin que le patient se censure pas, même s'il sait que ça peut me toucher» et cetera. À l'inverse, des fois, sans forcément être, sur, quelque chose, qu'on a communiqué au patient ou quoi, moi, j'ai des patientes qui me disent: «En fait, je veux pas tout vous dire parce que je veux vous préserver». Et ouais. Ouais, ouais, j'ai déjà Et eu ce où, cas de figure. vraiment, il y a des fois où elles vont me dire: «Est-ce que vous craignez, le sang?» ou «Est-ce que vous craignez Ouais. ci ou ça?» Des fois, quand on a des patientes qui ont été témoins, d'un accident ou des moi, j'ai des patients ou des patientes qui sont pompiers, enfin, Ouais, ouais. à ce moment-là, je leur dis: «Écoutez, enfin, moi, au début, quand vous m'avez donné votre métier, je vous aurais dit, si j'ai peur Mmh. du sang ou si je crains ces choses-là et que je sais qu'on va être amené à parler de ça, Mmh. je vous prends pas dès le départ». Ouais, ouais, Et complètement. Je donc en pense fait, il y que a ce truc aussi de le patient qui essaye de nous préserver ouais. et en même temps, bah, on est là, on est dans une dynamique de soins. O Oui, on peut tout accueillir, c'est plus comment est-ce qu'on fait pour tout accueillir et digérer derrière, quoi? Bah, moi, tu vois, tout accueillir, moi, je dirais que non. Il y a des problématiques que je pourrais pas prendre en charge, je pense, Mmh, mais comme toi, effectivement, s'il a pas, dès le 1er, contact, que ce soit, par mail, par SMS, peu importe, on m'explique la situation et que je sais que je pourrais pas être la bonne personne pour ça, je redirige. Mais effectivement, tu vois, j'ai un peu cette ambivalence de me dire à des moments, effectivement, parfois j'ai peur que, mes patients savent que, j'ai fait des burn-out à répétition et cetera. Donc du coup, je sais que parfois je peux un peu peut-être trop insister là-dessus de leur expliquer que, quand je suis en séance, quand je suis devant eux, c'est que je suis là. Il y a pas mmh. de, il y a pas T'inquiète, tu de vas pas m'abîmer. exactement. Là, on est un peu dans ça.
Ah mais complètement et du coup, bah, bien sûr qu'on n'est pas dans la tête de nos patients. Je pense que pour certains, il y a un peu de ça et puis d'un côté, dans le monde dans lequel on vit, je trouve ça, hyper touchant, les patients qui vont nous dire: «Je vais vous raconter ça, juste je vous préviens que ça va être un peu hard». Je trouve ça hyper sain et je pense Mmh. sincèrement qu'entre chaque être humain, peu importe, psy, pas psy et cetera, on devrait pouvoir se dire: «Là, je vais te raconter un truc un peu touchy, tu me dis si c'est pas OK, quoi». Mmh. Et je trouve ça tellement sain, comme, questionnement, comme limite Ouais. et même ça me faisait penser à un truc, mais j'ai oublié. Oh, hasard de dingue. Parce que j'ai regardé Loulou et qu'elle est sur le dos, comme d'hab, quoi. Et oui, Elle est trop mimes. je la vois, elle est C'est géniale. horrible. Ça va te Elle revenir. écarte les orteils. Je peux pas là, ça peut pas me revenir quand c'est comme ça. Tu disais quoi un peu avant, genre 10 secondes avant la fin là? Ce que tu Je disais? disais que c'était un peu dans l'ambivalence de dans notre Ah oui, société, c'est bon, c'est bon? je l'ai trouvé et en même temps, moi j'aime bien parler de fatigue compassionnelle Ouais, parce que c'est quand même quelque chose qu'on en tant que psy, on va le vivre à un moment donné, hein. On va tous se ouais, foutre un burn-out parce que, et moi je prône ce truc-là de si on veut faire psy toute sa vie, on peut pas faire psy toute sa vie en 35 heures par semaine. ouais. Ce n'est pas possible. C'est pour Enfin ça que moi je l'ai je essayé tente de perso. réduire. C'est Mais ça. moi aussi je l'ai essayé, mais ça ne marche pas et on le Ouais. sait tous et en fait, si on veut ne pas faire ça que pendant, 5-10 ans, Mmh. je pense qu'on a un espèce de quota, de compassion, en fait, qui finit par s'épuiser aussi à un moment donné et si on veut pas Ouais. devenir, étonnamment froid ou, dissocié avec les patients Mais ou voire même dégoûté de notre burn-out. pratique, hein, le burn-out, c'est aussi ça. Des fois, tu as un tel détachement où tu te dis presque, je m'en fous, quoi. C'est Mmh. et tu as pas envie de ressentir ça, c'est horrible. C'est horrible à vivre. Et c'est exactement pour ça que moi je développe aussi tout ce que je développe à côté, Ouais, les outils et cetera, pour en fait me permettre d'être sur du, un tout petit peu moins qu'un mi-temps ouais. en, consulte. Mmh. C'est-à-dire peut-être même un tiers temps. Parce qu'en fait, Oui. Ouais, ouais. je si je veux faire ça pendant encore 10 ans, c'est le Mmh. strict minimum. Mmh mh. Et si après il faut réduire encore, je réduirai encore, quitte à après devoir re-agrandir. Mais j'ai Mmh. vraiment besoin en fait que, De la ça souplesse. aussi de savoir ça, c'est une ressource et j'ai vraiment besoin de ce truc-là parce que la fatigue compassionnelle, c'est pas, un patient qui t'a dit une dinguerie. C'est juste être au service du patient, penser Et pour le oui. patient, accompagner quelqu'un, être toujours au max de ce que tu peux dans la bienveillance. Enfin, Et c'est ouais. hyper, hyper dur parce que notre cerveau est pas câblé sur ça. On nous apprend à juger tout le temps, à, Complètement. hem je veux dire, enfin, on nous apprend pas du tout à soutenir les gens, Mmh. dans cette société-là et du coup, c'est presque contre-intuitif des fois d'être dans cette bienveillance-là et Mmh. ça, par contre, ça a pu m'amener des questionnements de ouf où je vais être beaucoup plus dure avec mes proches Ouais, 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 je comprends, et bien où je sûr. trouve il y a ce truc, un peu ce gap hyper différent Mmh. où ça a pu être, hein, des prises de tête avec des proches qui me disent: «Punaise, mais je Tu as plus de j'espère que tu pas patience. aussi» non, on me dit: «J'espère que tu pas aussi dur, que ça avec tes Ah patients» ouais, et moi, j'étais ouais. là: «Bah non, Et oui, justement. mais Là, c'est juste je qu'après». décharge juste. Après une journée en fait, où, tu es dans une compassion énorme, dans un don de soi, même si on n'est pas au sacrifice, de ses Non, patients, bien mais ça sûr. reste du don de soi, parce qu'on est l'outil de nos patients à ce Oui. moment-là et notre corps est un outil, notre cerveau est un outil et on éprouve énormément de choses. Bah, bien sûr que le soir en fait, je peux me transformer en Dracula pour l'histoire d'une poubelle qui a pas été jetée quoi, genre normal. Ou casser une poubelle ou plein de choses Voilà, comme ou ça. que, pleurer parce que Loulou a encore vomi sur le tapis, quoi, genre, mais des trucs très cons et en fait, où on a une patience qui est, très limite et c'est ça, je trouve, qui est aussi cool et qui est une très grosse ressource, je trouve, où ma santé mentale va beaucoup mieux depuis que j'ai des copines psy, Mais oui, où en fait, on peut aussi se nommer ces trucs-là. C'est-à-dire complètement. où des fois, on va être là: «Waouh, je pense que ta journée, elle a été dure Ouais. et c'est OK que là, tu sois pas contente et que, j'aime pas trop notre échange, Ouais, donc je vais te laisser et je vais te rappeler, ouais. mais c'est OK». On va s'arrêter Et là. tu vois? Et d'être dans ce truc-là aussi de compréhension du vécu, je trouve que c'est un gros, gros, appui, je trouve, Ouais. au quotidien. Que ce soit aussi pour décharger où on a tendance aussi à s'appeler des fois pour décharger: «Putain, Mmh. aujourd'hui, j'ai eu un patient, c'était vraiment lourd». Les comment on appelle ça, hein? Les interditions de comptoir Bah, entre bien nous, sûr. où on s'appelle uniquement entre psy évidemment, on fait pas ça avec nos amis, Non. classiques, hein. Mmh. Mais où vraiment des fois on peut s'appeler pour dire: «Waouh, aujourd'hui j'ai eu un cas, je sais pas comment faire, ça me stresse» ou Mmh. je sais pas si j'ai bien fait et du coup, on va pouvoir aussi se Mmh. rassurer entre nous et ça, je crois que c'est la plus grosse ressource que j'ai face, à ma santé mentale, vs mon métier, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que d'avoir des amis psy quand même ça facilite ça et
Et puis des fois, tu sais, tu peux te parce qu'on a nos biais et on a nous vécu la séance d'une façon. Enfin moi, il y a plein de fois où je me dis, «Cette séance, j'ai pas été au top». Et la séance d'après, le ou la patiente me dit, «Ça m'a vraiment fait du bien, cette séance-là» et tu es là: «Quoi?» Qu'est-ce Mais que j'ai c'est fait? mais alors j'étais à 10 000 lieues de penser que, à tel moment, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a la chance de pouvoir échanger toujours dans le secret professionnel et avec des personnes qui, enfin moi j'ai de la chance quand même d'avoir des amis psy qui sont formés aux mêmes approches que moi en plus de ça. Donc ça Mmh. c'est quand même trop cool et hem et voilà quoi, ça c'est vraiment chouette. Mais Mais tu c'est vois, ça oui, pardon. dis-moi. Non, non, dis-moi. Mais tu vois, ça me fait penser aux, les séances pas top, tu sais, où, il y a des périodes où, et toi, tu as pu le voir et toi aussi, tu as des périodes où tu allais hyper mal et moi où Ouais, j'allais vraiment pas bien et où, juste avant les séances, je te disais: «Putain, je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais faire» et tu ouais, as vraiment cette boucle-là de: «Est-ce que j'annule? Est-ce que j'annule pas? Est-ce que j'annule?» et tu es vraiment sur ta limite, tu es très proche et du coup, ouais, tu as tu vraiment frôles, ce ouais. passage à l'acte d'annuler ou pas Mmh. qui est en fait et après, au bout d'un moment, tu es tellement proche de la séance qu'en fait, juste le Bah, patient, tu peux pas lui faire 30 ou 40 minutes de trajet et ensuite, l'annuler quand il est en ouais, bas. Je crois que ça m'est arrivé qu'une fois, mais parce que j'ai été malade comme pas possible et j'avais pas le choix. ouais. Mais en fait, où tu as ce truc-là, des fois de, ça va pas, Mmh. mais en fait, tu vas te plonger dans les séances Ouais, je suis d'accord. et moi, je les appelle les séances belle perf. Genre, Mmh, mmh mh. tu sors de là et tu es reboostée et tu es en Ouais, mode: «Mais qui suis-je? ouais, Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis pas comme ça tout le temps et tout?» je suis et je complètement sais où des fois d'accord. on s'appelait après en étant là: «Non mais, j'ai été une bête de scène là», genre, c'était vraiment le truc J'ai en fait mode une séance de fou. et c'était trop bien, enfin Ouais. il y avait une alliance de dingue, enfin on a vachement avancé et où Ouais. en fait je pense que des fois on va, mal parce qu'on vit des événements qui sont durs et Mmh, que des fois de pouvoir couper de son vécu et se connecter à quelqu'un d'autre et en mmh, plus je pense que, la neuroatypie y est aussi pour quelque chose parce que du coup je pense que dans ce moment-là on est dans un état d'hyper focus mmh. qui pour nous est une énorme ressource, même si ça peut nous fatiguer Ouais. et du coup, je pense que ce cut-là et cette capacité à vraiment mettre de côté, le mauvais paquet et prendre le paquet du patient, heu, des fois, ça a pu être hyper bénéfique et je pense que ça a su aussi être, en soi, des ressources Mmh, ouais, je pour suis notre d'accord. santé mentale de l'extérieur, entre guillemets, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de, ne serait-ce de à l'idée d'ouvrir mon agenda, j'avais envie de pleurer et au final, je commence ma journée où je me dis, «Ça va être la pire journée, je vais devoir», je me fais plein de scénarios catastrophes, je m'imagine en pleine séance, dire à mon patient: «Bah, je suis vraiment désolée, il va falloir que j'arrête la séance plus tôt» et cetera et cetera et au final, je sors c'était encore l'époque où, je travaillais jusqu'à 19 heures, enfin des trucs, et je me revois sortir de mon cab à 19 heures, hyper bien en me disant, «J'ai fait une journée de fou» et tu vois, j'avais l'impression que presque de me dire ce truc un peu foutu pour foutu, tu vas et tu vois ce qui se passe. Bah, ça je sais pas comment expliquer, je sais pas si ça va être très clair pour ceux qui nous écoutent ou même pour toi, mais il y a un peu ce côté, bah, au pire des cas, de toute façon, je sais que je suis pas dangereuse pour mon patient parce que sinon à ce moment-là, Oui, je serais pas là. je serais pas là, je serais clairement pas là et je sais à quel moment je ne dois pas être là. Mais quitte à être, dans cet état-là de vraiment je me sens pas bien, je me sens vidée et cetera et de me laisser un peu porter, tu vois? C'est un peu ça, de me laisser j'ai l'impression que dans ces moments-là, je me laisse un peu plus porter. Je suis moins dans mes mécanismes de: «OK, à quel moment je dois, intervenir sur ça? À quel moment, il faut que je propose ça plutôt? À quel moment je pose cette question et pas une autre?» et Mmh cetera et ça coûte moins. et Et ça coûte tellement moins et d'un côté, j'ai aussi l'impression que c'est, le quotidien de personnes qui n'ont pas de TDAH, de moins se poser toutes ces questions tout mmh, le temps, tout le temps, tout le temps et je me dis que ça a été des séances qui ont été, alors non pas que les autres n'ont pas été réussies ou quoi que ce soit, mais c'est pas la même chose. ça m'a fait penser à un truc, mais je sais pas, Vas-y. il est parti. Ah mais il est parti, bah oui, forcément. OK, non mais pourquoi je te dis: «Vas-y» en plus? Tu penses vraiment que Genre je j'aurais sais. attendu pour te lâcher mon truc? Mon Dieu! Mais voilà, en tout cas, si le temps que ça te revienne peut-être, je trouve que c'est difficile quand même en tant qu'humain et en tant que psy, de savoir à quel moment aussi on dépasse vraiment nos limites. Parce que, comme tu l'as dit, moi, il y a plein de fois où j'ai frôlé avec.
Oui, puis avec Hem, la neuroatypie, on a aussi, une moins bonne, interoception, moins bonne ouais conscience du corps, moins bonne conscience de la fatigue et ouais. et en fait, c'est, sur ça, c'est aussi hyper compliqué. Mais je crois que le truc qui me rassure aussi et aussi parce que ça m'est vraiment arrivé, je crois, dans mes premières semaines de libéral où, vraiment, douleur chronique, Ouais, malade comme pas possible en pleine séance ouais. et où en fait, j'avais tellement mal que j'avais des gouttes de sueur qui coulaient le long de mon visage. Mmh. Ah ouais, quand Et où même. en fait, au bout de 20 minutes, je crois, parce que vraiment j'avais l'impression que les secondes étaient des heures et Mmh. vraiment je fixais l'heure, impossible de me concentrer sur ce que me dit, la personne avec qui je suis et en fait, au bout de 20 minutes, j'ai dit: Je peux pas continuer, je suis désolée, j'ai des douleurs et en fait, à cause de ça, je peux pas vous écouter, j'arrive pas à être, bien et plutôt que de rester comme ça et en fait, moi déjà être en énorme souffrance et puis surtout vous faire payer une séance Mais oui, où je suis pas dispo. ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là, on se revoit une autre fois et vous me réglerez la prochaine fois Ouais, 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 complètement. et j'avais proposé ou j'avais dit: «Ou la prochaine fois, on fera 1 heure et demie» ou je m'étais débrouillée et la personne en face de moi m'a dit: «Ah mais ouais, il y a pas de souci». Mais ouais. Genre, Ouais, enfin, non, mais c'est ça a été clair. bien sûr, il y a pas de souci et je pense qu'à ce moment-là, les patients, ils sont aussi «contents» entre guillemets qu'il y ait une certaine honnêteté et ça vient aussi dire, ç je trouve que ça vient un peu désacraliser ce truc de: «De toute façon, je vais chez le psy, je parle, il prend Ouais. son billet et il fait pas grand-chose». Mais Déjà, je suis active, mais en plus de ça, je viens te dire, c'est pas possible pour moi et ouais, c'est hors de question que tu me payes dans ces conditions-là, parce que ouais, j'ai pas je suis rempli le contrat, complètement tu vois? d'accord. Mais tu vois, ça me fait aussi penser, à toutes les fois où moi j'ai pu, donc les moments où j'ai pu être en arrêt, à toutes les fois où j'ai pu culpabiliser, de me dire: «Bon, bah, voilà, là, cette fois-ci, bah, je vais pas pouvoir retourner au cabinet». Heu, j'ai été aussi agréablement surprise alors bien sûr que moi, pour avoir déjà vécu aussi ma psy en arrêt et cetera, il y a un moment où tu dis: «Oh, comment je vais faire? Comment je vais gérer tout ça?» et cetera et je trouve que, tu vois, il y avait aussi ce côté, où j'ai pu recevoir des messages juste, en fait, merci aussi de nous montrer que, bah, on a le droit de s'arrêter, en fait, juste, Mmh. et que et j'ai même reçu des messages de, bah, en fait, là, c'est ce que je vais faire moi aussi. Là, je vais, Ouais demander, un arrêt maladie chez mon médecin. et en même temps, c'est de pouvoir aussi, tu vois, leur montrer que tout le monde a le droit, que ça peut arriver à Ouais, tout le monde et en même temps, si on n'applique pas nos propres outils, à quel moment les beh, patients, ils vont les appliquer? c'est ça, c'est aussi ça. Et ça, on est vraiment, dans ce truc-là où, justement, moi, j'ai pu, parler, plus récemment avec une patiente d'anxiolytiques, Mmh. du fait que moi aussi, à une période, j'avais plus eu le choix d'en prendre et Mmh. qu'il y a des fois où, en fait, on n'a plus le choix, c'est comme ça et qu'on n'est pas toujours obligé de se battre et d'aller au feu, en fait. Bah, c'est ça, ouais. Des fois, il y Et a c'est des comment outils est-ce qu'on va gérer sa limite et ouais, que, les outils, ils sont aussi parfois médicamenteux et que, bah, complètement. des fois, on n'a pas toujours le choix. Mmh et puis, c'est aussi une façon de dédiaboliser, toute cette, la prise de médicaments. En France, on est des grands consommateurs quand même d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, donc ça veut dire quand même qu'il y a quand même beaucoup de Et c'est personnes qui en très mal prennent vu, et en c'est très plus. mal vu. Alors que, bah, Mmh, moi, j'ai pas honte de dire qu'il y a des moments, encore aujourd'hui, quand vraiment je sens qu'il y a que ça qui peut m'aider et bah, j'en prends et puis c'est tout mmh. et au final, je trouverais ça presque, alors non pas pour encourager la prise d'anxiolytiques ou quoi que ce soit, et quand on arrive à se gérer autrement, ça peut être très bien aussi, mais quand tu as cet outil que tu sais qui marche et que, parce que moi je c'est aussi des choses que je travaille de mon côté, mais finalement, chaque, «crise d'angoisse» entre guillemets, vient me retraumatiser sur des choses alors que là, il y a un truc qui fait que ça stoppe. Donc Mmh. OK, c'est peut-être pas la meilleure solution sur l'instant, c'est peut-être pas, mais au moins ça évite, de rajouter du trauma sur du trauma quoi, tout simplement. Puis en fait, il y a des fois où on peut pas faire autrement tout simplement, hein Bah ouais, et c'est et souvent c'est cette aussi ça. fatalité-là et au final, je trouve que c'est aussi des ressources dans le cadre de notre santé mentale, Mmh. d'autant plus, avec la neuroatypie et les troubles anxieux qui sont, jumeaux avec Ouais, et où en fait, il y a des fois où, c'est pas possible, où, ça mènerait juste à, des violences sur soi, je trouve. ouais et sur nos Ou patients du ça coup. mènerait à des arrêts encore plus répétés, tu vois? Enfin, Mmh, il y a aussi tout ça où ça fait ressource et ça nous permet aussi de maintenir notre posture et de pouvoir gérer. mmh. Ah mais c'est complètement et c'est pour ça que p je dirais qu'aujourd'hui, s'arrêter ou en tout cas, ralentir, peu importe qu'est-ce qu'on met derrière le mot s'arrêter. Ça peut être, bah, changer d'emploi du temps, ça peut être, réduire un peu son activité, ça peut être, complètement s'arrêter comme moi je suis actuellement. Bah, en Mmh. fait, c'est une responsabilité clinique.
Oui, parce qu'on ne oui, peut oui, oui. pas être un bon psy si, on est dans des états qui dépassent nos capacités d'autorégulation, c'est impossible. Mmh. Et il y a même des études, hein, qui, j'essaierai de les retrouver peut-être pour les mettre, en description pour ceux que ça intéresse, mais, il y avait eu une étude, que j'avais lue sur, un échantillon, pas très grand, mais qui était quand même déjà pas mal, qui demandait, sur des psys justement, qui ont joué le jeu et qui ont, dit que pendant tel, temps avant leur arrêt, elles étaient en burn-out, elles étaient pas bien et les patients ont accepté d'être, interviewés ou de remplir un petit questionnaire de comment vous sentiez votre psy à ce moment-là et effectivement, les patients sentaient qu'il y avait quelque chose Mmh. qui se passait. Donc Mais comment tu veux être dans l'alliance quand tu es épuisé? Parce qu'en plus, bah, oui. quand on parle de burn-out, on a souvent l'image de, surcharge de travail, mais Mmh. en fait, le burn-out, c'est pas que ça, c'est Mmh. un état d'épuisement total, que ce soit, de la surcharge au travail, que ce soit, une surcharge émotionnelle, Mmh. que ce soit même une surcharge au niveau de la charge, familiale ou de la charge mentale en Complètement. général. Enfin, c'est vraiment le craquage de tout ce qu'on porte au quotidien et en fait, juste au niveau émotionnel, on peut faire un burn-out parce que, on est psy 2 jours dans la semaine et qu'on est en train de vivre un deuil atroce Ouais, ou qu'on est en train de vivre une séparation ou qu'on est en train de, vivre, je sais pas, n'importe quoi d'autre, peut être suffisant, en fait, pour faire qu'il y a un craquage à ce moment-là. Donc en plus de ça, on complètement. peut pas forcément le prévenir. Non. Donc c'est plus comment on fait quand il est là et je pense que si vous êtes psy et que vous êtes pas encore en burn-out Mmh. parce que je trouve qu'en ce moment, on est quand même nombreux à être sur la corde sensible Ouais. et aussi je pense, l'aspect, sociétal aide pas Mmh. parce qu'on a aussi des patients qui viennent avec des problématiques et des difficultés qui sont ultra, sociétales Et et pour parce lesquelles qu'on des fois, on n'a tout simplement pas de réponse et pas d'outils parce que nous ouais, aussi on a peur, nous aussi on est en difficulté parce face que à nous ça. aussi on est impuissants et parce Mmh. il y a plein de choses qui peuvent se jouer et aussi parce que, nos politiques, aident pas notre métier, hein. On va pas, on va être honnête, on n'est pas le métier en vogue, où, c'est, voilà, on nous a proposé des dispositifs qui sur le papier, pouvaient être intéressantes. Si tu, lis 3 lignes, tu comprends à quel point, c'est maltraitant pour tout le monde. Donc, Mmh. forcément qu'on deal nous aussi avec, tous les problèmes sociétaux, et tous nos problèmes, perso et cetera et et voilà. Je pense que, déjà, quand on est psy, avoir son psy, sa psy et être supervisé, C'est déjà pas c'est mal. le minimum. C'est le strict minimum. Ouais, c'est vraiment le minimum, aujourd'hui, ça c'est sûr. Et si après on a la chance d'être entouré par des copains et des copines, Et psy, ouais. c'est cool et je pense que ça aussi les réseaux sociaux nous aident beaucoup. On est pas mal à avoir fait beaucoup, beaucoup de rencontres comme ça. Ouais, carrément. Et où je pense aussi en parler, ça vient beaucoup aider, entre nous de comment on gère. De venir légitimer au fait, de: «Ah bah, moi je suis en arrêt. Ah ouais, bah, je pense que moi aussi j'en ai besoin» et Mmh. de se dire en fait, «Je suis pas toute seule» et je trouve ça trop cool aussi que toi tu en aies parlé sur les réseaux de ton arrêt. Tu aies pas Mmh. fait comme si de rien n'était. Parce Ouais. que tu aurais aussi très bien pu faire comme si de rien n'était, tu vois? Bah, c'est là où, tu vois, où il y a toute presque la dissonance, c'est que, là, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est vraiment les consultations que je ne peux plus mener en tant que telles. Par contre, tout mon aspect, réseaux sociaux, création de contenu, illustration et cetera, ça, c'est une ressource et j'avais Mmh. aussi besoin de l'expliquer aux patients qui auraient pu se dire en tout cas, pas qui auraient pu se dire, mais je voulais pas qu'il y ait cette mésinterprétation de, Fanny, elle bah devient influenceuse, elle bah veut plus s'occuper de nous. non, mais ce truc de se dire, bah, elle il y a plus de consultes et d'un côté, elle est hyper active sur les réseaux, et en fait, c'est là où j'ai pu le nommer. Je serai plus au cabinet pendant un certain temps, mais vous continuerez à me voir sur d'autres Mmh. choses parce qu'actuellement, dans mon état actuel, dans mes problématiques actuelles, ça me fait du bien et le reste, bah, pour l'instant, je peux pas Mmh. et c'est hyper important. Bien sûr et en même temps, on donne des éléments de compréhension par rapport à ça. Ouais et c'est là où la transparence est importante aussi, sans nommer, tout ce qui m'arrive en ce moment parce que c'est pas l'objectif, mais Mmh. juste de pas laisser le patient dans le flou. Je pense que c'est déjà le plus Oui important. et en même temps, du coup, non, j'ai oublié. Eh, tu d'habitude, on est 2. Je suis pas trop mal aujourd'hui Moi, je là-dessus. t'ai prévenu avant, je t'ai prévenu que la C'est chaleur, vrai, c'est vrai. elle cardiaque mon cerveau, mon attention aussi. Mais à quoi est-ce que je pensais? Oui, rassurez-vous quand, vos psys, ils sont capables de s'arrêter ou de dire qu'ils Ouais, sont épuisés. ouais. En fait, quand vous avez un psy qui annule ou quoi,
Même si ça peut être frustrant en tant que psy, Ouais, enfin moi bien je sûr. comprends, je peux même comprendre un patient qui sera en colère à ce moment-là de se dire: Mmh. «Mais merde, moi j'en ai besoin de cette séance», ça je les 2 peuvent cohabiter, mais du coup je te laisse continuer et je Mmh. suis d'accord avec toi sur, rassurez-vous. Et en même temps, j'ai déjà eu des réussites de patients, tu vois, qui, m'ont dit: «Voilà, no j'ai déjà eu un psy qui a annulé 3 fois sans me dire pourquoi». Mmh. Et en fait, ça a pas collé et du coup, il y a cette juste limite à avoir et aussi en tant que patient, vous avez le droit de nous dire: «Je vois que ça fait plusieurs fois que vous annulez, est-ce que ça va continuer ou pas?» Ouais, savoir comment moi je m'investis. Vous avez aussi le droit de nous poser des questions, même si nous, après, on répond comme on veut. complètement. Je sais que j'ai des patients, des fois, quand, j'ai annulé, ils me demandent: «J'espère que ça va, qu'il y a rien de grave». Mmh. Et en général, je leur réponds. Je leur dis: «Il y a rien de grave» ou des fois, je peux leur dire: «Je suis en train de vivre, une épreuve difficile, Ouais, personnelle, donc je vous recale pas de rendez-vous». ouais. Et du coup, le patient peut aussi savoir à quoi s'attendre et Ben, cetera. ouais. Combien de temps est-ce que je vais pas être là? Bah, de Et toute je trouve ça façon, tellement important et je trouve ça on tellement important. on sait à quel point le cerveau humain n'aime pas le flou et l'incertitude. Donc à Mmh, partir du moment déjà où tu viens apaiser un tout petit peu, surtout chez des patients qui peuvent être un peu anxieux et cetera, où tu viens juste dire, bah, ne serait-ce que, de donner une fourchette ou au moins de dire: «Pour l'instant, je ne peux pas vous dire quand ce sera, mais par mmh, contre, je reviendrai vers vous quand c'est mmh, possible et en attendant, je vous donne tel ou tel, contact pour continuer». Ou alors de dire: «Bah, non, il y a rien de grave, mais par contre, même si c'est pas grave en soi, ça a nécessité, un je sais pas moi, 2 jours de pause ou quoi que ce soit». C'est hyper important pour les patients, je pense, que ce soit cadré dans le temps et dans leur temporalité à eux parce que, bah, quand tu viens voir ton psy, tu as aussi envie de régler tes problématiques et comme chaque être humain, tu as envie que ça aille le plus vite possible. C'est mmh. presque humain de se dire: «Bah, là, ça va pas, j'ai envie que ça dure le moins possible, de préférence». Mais du coup, voilà, si vous êtes psy, vous avez le droit de vous arrêter, vous avez le droit de ralentir surtout. Moi, je le dis et les Mmh. patients le savent, je suis totalement en train de ralentir ou quand j'ai un patient qui part, je ne le remplace pas avec un nouveau patient. Ouais. Plus ça va, plus j'essaye qu'il y ait toujours des plages horaires, grandes dans la journée pour que Mmh. les patients, en gros, puissent prendre rendez-vous à des horaires où c'est possible pour eux. Mais par contre, je réduis de plus en plus les jours au fil du temps, où je fais des un lundi sur 2 ou des un jour sur 2 pour que les patients aient quand même accès à leur créneau, mais je leur ai expliqué que voilà, là, j'avais besoin de réduire et que, je continue en fait de laisser partir les patients, qui terminent Ouais et surtout j'ai plus de place pour reprendre des fois ceux qui reviennent des mois, voire des et années ouais. après. Oui, mais c'est Mmh. aussi pour ça que tu as monté tout un espace pro pour, pouvoir Mmh. justement donner des solutions à ces patients-là qui en ont besoin et que, bah, nos journées sont pas extensibles, notre agenda non plus, notre santé mentale ne l'est pas non plus et c'est aussi là où c'est important et je rebondis sur ce que tu disais. Oui, dans la même continuité, si vous êtes patient, n'hésitez pas à poser des questions à vos psys. S'il y a un Mmh. truc qui vous semble inhabituel ou si vous avez l'impression que votre psy, agit pas de la même façon ou que vous comprenez pas pourquoi il se passe telle ou telle chose, Mmh. posez-leur la question. Moi, je le dis à chaque fois, un psy, qui se sent vexé, qui répond mal à quelque chose, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mmh. On n'est pas on est censé être, honnête avec nos patients. Quand je dis honnête, ça veut pas dire tout leur dire. Ça veut dire, par Mmh. exemple, là, Transparent, ici je dirais. voilà, plutôt transparent, de dire, là, effectivement, il y a des choses qui se passent, je pourrais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, vous avez raison, il se passe bien quelque chose ou peu importe, je prends cet exemple-là. Mais vraiment poser des questions à vos psys et si votre psy n'y répond pas, bah, peut-être chercher un autre psy. Oui et je pense que, il y a aussi un autre indicateur de l'épuisement des psys, c'est les vacances. Ouais, ouais. Parce que voilà, moi, mes patients, ils savent, bon, au début où on est en libéral, ça peut prendre du temps avant qu'on puisse prendre des vacances financièrement, mais du coup, ça favorise aussi le burn-out et je l'en parle rapidement là parce qu'on a quand même explosé les compteurs là, niveau ce qu'on s'était dit. Mmh. Mais typiquement, moi, je leur ai dit: «Mes patients, c'est la première année que je prends 4 semaines et j'en ai besoin». Ouais, bah, Donc ouais, je leur c'est ai ça. dit, si j'avais pu fractionner pour qu'eux, ils aient pas trop de délais, ou quoi, je leur ai dit: «Là, c'est la première année que ça m'arrive, mais là, je sens que j'ai besoin de faire un vrai, coupage de Ouais, tout». ouais, Réseaux sociaux et cetera, parce qu'en fait, le multicasquette m'épuise ouais, et en fait, mes patients, ils sont trop contents pour moi, quoi. bah, bien C'est: sûr «Ah et mais c'est puis trop bien» et on la puis question qu'on me pose, c'est: «Vous allez partir?» C'est la question de mes patients, c'est même pas: «Quand est-ce que tu reviens?» ou et quoi. oui, C'est en fait: «J'espère que vous allez partir». et oui. Genre Et puis tu et je s trouve ça trop oui, cool.
Et puis c'est vrai, je rebondis là-dessus sur, moi effectivement depuis le début, je prends toujours un mois de vacances en août, dans ma pratique et je suis toujours un peu, bon bah, en tout cas surtout en début de pratique où, bah, on sait, hein, notre cadre il évolue, notre façon de le poser aussi, ça évolue forcément et mais je sais que dans mes débuts, j'étais toujours en mode, «Et je serai pas là pendant un mois», mais je le disais d'une façon où, Ah mais presque, moi je leur dis: «Moi je suis stressée de vous laisser 4 semaines» bah, c'est ça et et il y c'est en eux a qui me disent: bah moi ça va». bah, c'est exactement et tu es là en mode, bah, ouais, la plupart ils te disent: «Bah, normal que Mmh, vous preniez des vacances» et tu es là: ouais. «Ah bah, ouais, c'est vrai, c'est effectivement normal que je prenne des vacances». Donc voilà, je sais pas si, je pense qu'on a fait un peu le tour là quand même de tout ce qu'on De voulait la santé aborder mentale des pros, même des si on ressources que les vacances en effet sont aussi des ressources, que notre oui, environnement est une ressource et que des fois notre environnement quand il devient hostile, bah, c'est ça qui va venir nous déséquilibrer en gros, hein aussi, et qu'on est déséquilibrable comme n'importe quel, patient ou patiente qui vient nous voir. exactement. En tout cas, on a le droit d'être psy et de pas aller bien, on a le droit d'être psy et d'avoir un trouble, on a le droit d'être psy et d'être neuroatypique. C'est pas Mmh. incompatible avec le métier, on est sujet, au même, heu, au même niveau que tout, être humain aux épreuves de la vie et c'est ce qui fait peut-être de nous aussi, hem bah, des personnes qui vont comprendre telle ou telle chose et c'est ce qui nous fait aussi évoluer dans notre pratique, hein, je pense que alors, tu me connais, je suis pas partisane chaque épreuve te fait grandir et cetera. Je suis pas du tout partisane de ça, mais par contre, je suis un peu partisane d'une épreuve, te fait un peu mieux comprendre parfois ce que les autres peuvent vivre et que toi tu avais pas connu avant Mmh. Oui, et c'est totalement, sans pour autant te rendre expert dedans, non, ça c'est sûr. malheureusement. Mais ça peut nous pousser du coup à aller devenir expert de moi j'avoue que l'épreuve, de mon diacre tardif, je serais jamais allée creuser la neuroatypie si, j'avais Ouais. pas vécu ça, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est en tout cas, si on devait un peu conclure là-dessus, ce serait, tout ça n'est pas incompatible avec le métier de psy, mais par contre, ça demande de se connaître, de connaître notre fonctionnement, de repérer quand il y a quelque chose qui commence un petit peu à Mmh. s'effriter, quand on frôle vraiment avec nos limites, quand on a beau connaître, les critères en tout cas les échelles, diagnostiques, du burn-out, voilà, on a besoin quand même parfois d'avoir ces repères-là et pour moi, en tout cas, un bon psy, pour moi, c'est pas un psy qui est, hyper, stable, qui est là en permanence. C'est plutôt quelqu'un qui est capable bah, voilà, de s'écouter, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, savoir quel impact ça peut avoir sur tel ou tel patient, parce qu'en plus, ça aura jamais le même impact en fonction des patients et c'est aussi, bah, savoir, ralentir, s'arrêter quand c'est plus possible, quoi, tout simplement. Mmh. Totalement. Tu es d'accord avec ça? Bien sûr. Ça veut dire qu'on finit là-dessus? Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Onde de Psy, j'espère qu'il t'aura plu. Tu peux retrouver le podcast sur les plateformes d'écoute et me rejoindre sur Instagram, la psy des couleurs cachées. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.